Donc, oui, bonjour à tous. Donc, je vais mettre un chrono parce que de ce que j'ai compris, on a dépassé un peu sur la première présentation. Donc, on va essayer cette fois de tenir, mais je comprends que ça soit parfois passionnant et qu'on déborde, je le fais souvent. Donc, je vais juste revenir sur une première diapositive de manière un peu globale et théorique. Donc, on a parlé d'état un peu de l'écosystème, en fait, de l'hydrosystème initialement. Donc, c'est vrai que souvent, on a une vision statique, et Hervé l'a rappelé. Donc, cette vision statique, au final, on sait qu'aujourd'hui, c'est plus une notion de dynamique, hein, de la rivière. Est-ce que la diapo passe? Donc, au final, on a vraiment nous, une notion de trajectoire de cette dynamique à intégrer pour la gestion, en tout cas, des rivières. Avec donc aujourd'hui des activités humaines donc, qui ont généralement merci, dégradé donc, la situation. Donc, il faut réussir à faire le travail du bon diagnostic, entre guillemets, bon diagnostic, c'est de voir un peu l'évolution naturelle qu'on peut avoir avec les fluctuations et l'état dégradé. C'est de hiérarchiser au final les deux dans notre travail. Tout ça pour définir, donc Hervé l'a rappelé, l'état d'altération de la rivière, dans un premier temps, mais aussi son fonctionnement et voir les leviers qu'on avait à disposition, nous, pour pouvoir agir et améliorer la situation. Tout ça, donc, ça va nous permettre de définir des objectifs réalisables, parce que bon, on peut avoir des objectifs un peu utopiques, mais revenir à un état initial, parfois, on a tellement extrait de granulat que c'est impossible. Et là, on rentre un peu dans une complexité de l'action. C'est-à-dire que souvent, on parle de restauration de la rivière, alors qu'une restauration, bah, ça serait d'enlever l'impact humain, au final, et de revenir avant que l'homme ait dégradé la situation. Sauf que bah, je pense qu'on a tous prévu de rester un petit peu encore. Donc, il faut réussir à trouver, au final, par rapport au fonctionnement actuel et l'état d'altération, la bonne action. Donc, dans certains cas, on va pouvoir restaurer, hein, ça arrive, mais souvent, on va réhabiliter. Donc là, c'est au final de redonner un fonctionnement qui permet que ça fonctionne normalement pour nous rendre des services à nous. Mais dans certains cas, les actions peuvent mener donc à des échecs ou des déclins. Ça peut arriver sur certains tronçons, hein, pas forcément sur toute la rivière. Et donc là, on va réaffecter vers un nouveau fonctionnement le système, un nouvel écosystème. Et donc parfois même ne pas restaurer certains tronçons parce que c'est impossible et aller sur des tronçons plus aval avec des solutions adaptées. Et donc c'est pour ça qu'au final, on fait souvent des suivis ensuite post-action. C'est pour voir si dans un premier temps, on a réussi ou pas, l'action a réussi, mais aussi pouvoir adapter les prochaines actions parce que là, on voit le côté négatif de la chose avec voilà, pas de restauration possible. Mais dans certains cas, on a réussi à réhabiliter et les suivis montrent qu'on peut peut-être aller plus loin et peut-être même restaurer. Donc, on va voir le cas de la Dordogne qui nous intéresse principalement aujourd'hui. Donc, on va essayer de passer du Taj Mahal à la Dordogne dans cette présentation. Donc, la Dordogne, hein, c'est un bassin versant qui représente 24 000 km². Donc, c'est à peu près 4 à 5 de la superficie au final du territoire métropolitain français. Donc, ça fait 483 km de linéaire, hein, pour l'axe principal sur le bassin. Donc, le bassin, au final, un bassin versant, hein, c'est toutes les eaux qui précipitent sur cette surface qui vont être drainées ensuite vers l'axe principal. Donc, le bassin de la Dordogne, vous le voyez ici. Donc, on a donc un chevelu, là, j'ai mis principalement donc, ensuite les affluents principaux de la Dordogne, donc qui prend donc, sa source au Puy de Sancy pour aller jusqu'à Bordeaux. Donc, on a en affluents principaux donc, la Serre et la Maronne, et ensuite plus à l'aval, donc la Vézère et l'Isle. Nous, ce qui va nous intéresser au niveau de la gestion sédimentaire, c'est de savoir les sources sédimentaires où elles se situent. Donc là, sur la carte, vous avez donc en rouge plus foncé potentiellement les zones où on a les productions sédimentaires les plus importantes sur le bassin. Et plus donc les couleurs vont vers le jaune et le blanc. Et là, on a des productions moindres parce que les pentes, au final, sont beaucoup moins importantes. Donc, au niveau du bassin versant, donc on voit bien qu'il y a une zone de production amont. Donc là, on a donc dans un contexte climatique, on verra après que ça peut jouer donc sur la production sédimentaire, Hervé l'a rappelé tout à l'heure. Ensuite, on a donc une zone qu'on va appeler zone de transfert, où au final, c'est la confluence de toutes ces zones de production, où là, justement, on a vu tout à l'heure des changements morphologiques, où elle a encore une capacité, parce que la rivière a encore des pentes suffisantes,
Et la plaine alluviale donc s'élargit un peu. On n'est plus du tout dans des gorges comme à l'amont, où là, on va avoir une diversité d'habitats. Et une zone ensuite de stockage où là, généralement, c'est plus figé et ça va juste méandrer dans des sédiments plus fins pour atteindre au final, nous, l'estuaire dans notre situation. Donc la zone de production amont, c'est des sédiments très grossiers, généralement, parce que c'est des phénomènes de bassin versant, vraiment, là, on a les blocs qui vont tomber. C'est très instable. Donc au niveau, on va dire, écologique et biodiversité, l'instabilité fait qu'on n'a pas une biodiversité vraiment foisonnante et on n'a pas des types d'habitats très différenciés sur la partie amont. Mais ces sédiments, ensuite, quand ils vont migrer vers l'aval, il y a un tri qui va se faire avec la pente, où c'est les sédiments les plus fins, enfin moyens fins, qui vont aller jusqu'à cette zone. Hein. Les gros blocs vont être figés au pan de la montagne, au final, une fois que on a la rupture de pente. Et donc ici, on voit qu'on a bien une diversité avec des bancs alluviaux qui sont mobiles. On va avoir des bras qui vont se créer. Et donc là, on a vraiment l'écologie, au final, la plus diversifiée. Sur la partie aval, on voit que c'est beaucoup plus figé, avec des berges qui sont fixées généralement par une végétation. Donc sur la Dordogne, en plus donc, de ce contexte, on va dire, de morphodynamique, qui fait qu'on a vraiment des contextes marqués au final d'amont en aval, hein, comme sur tous les cours d'eau, on a donc sur la moyenne vallée du calcaire. Là, c'est la géologie que vous voyez sur, donc, à l'amont, en rouge, bleu et rose. On a principalement des granites, des basaltes et du gneiss hein, sur le massif central. Et donc ensuite, on a les calcaires de la zone qu'on va appeler la Dordogne moyenne, et donc, sur cette Dordogne moyenne, on a donc tout le réseau karstique. Ça, vous le connaissez bien, ce réseau karstique dans le Lot, par exemple. Donc, au final, on va avoir des infiltrations en surface. Et au moment où donc, on va arriver sur une couche généralement argileuse, là, ensuite, ça va reprendre au final une trajectoire plus descendante, mais alimenter ensuite le cours d'eau. Donc, sur le chevelu, ça va avoir un impact, ça. Donc là, c'est tout le réseau hydrographique qu'on a sur la rivière. Donc on voit que c'est très très dense à l'amont parce qu'il n'y a pas d'infiltration sur les granites, hein, ça ruisselle. Et sur la partie au final qu'on voit de calcaire, on voit qu'on a beaucoup moins de cours d'eau parce que justement on a toutes ces infiltrations qui jouent. Donc je me suis amusé donc à faire une petite carte potentielle à partir de la densité du réseau justement qu'on peut voir en surface, de densité des rivières. Et donc on voit qu'on a, c'est à peu près donc les zones les plus foncées, c'est vraiment où on a un effet karstique très important sur ces calcaires et les zones plus claires moindres. Donc on voit qu'on a surtout une zone là qui est donc sur la Dordogne là qui vient donc on a donc le bassin de Louis du Séou que vous pouvez connaître. Donc par exemple le bassin de Louis qui est donc un affluent donc en rive gauche là, de la Dordogne, dans le Lot, et ben, en fait, il va alimenter le bassin de la Dordogne via le bassin du Lot, le bassin versant du Lot. Donc, en plus, pour un gestionnaire, quand on est dans un système karstique, il va avoir tout son territoire, mais aussi à devoir gérer une gestion avec d'autres territoires, parce qu'il y a des eaux qui vont alimenter, lui, son cours d'eau. Donc ça, c'est le fonctionnement, on va dire, entre guillemets, naturel. Et nous, on vient, avec nos activités humaines, donc, dérégler tout ça. Donc en plus, j'ai mis en route donc, le changement climatique actuel, qui est quand même très prenant, nous, dans nos modes de gestion. Mais on a principalement sur l'amont donc, des barrages. Plus on va vers l'aval, donc généralement, ensuite, on a les villes qui viennent s'implanter. Donc on peut avoir de la déforestation, des prélèvements, des extractions, des digues, des pollutions industrielles, des enrochements, de la chenalisation pour la navigation. Nous, sur la Dordogne, principalement, il y a trois grandes pressions qui sont à l'œuvre, hein, sur la Dordogne moyenne, en tout cas, qui vont nous intéresser principalement ici. Donc, c'est les barrages amont, avec la grosse chaîne, à la fois sur la Dordogne, mais aussi la Serre et la Maronne. Les extractions et les enrochements donc, qui ont été mis suite à ces extractions. Malgré tout ça, il faut quand même voir la chose positive, c'est que sur la Dordogne, on a un patrimoine naturel qui est vraiment très, très important, qui a été préservé, malgré l'activité humaine, avec énormément donc, de poissons migrateurs. Il y a encore les 8 grands migrateurs donc, présents en Europe, qui sont présents sur la Dordogne, et beaucoup d'espèces lithophiles encore présentes. Il n'y a pas que du poisson, il y a aussi des espèces, je pense par exemple aux petits gravelots, qu'on peut voir donc, sur les bancs de galets qui sont mobiles, donc se reproduire. Il y a encore bien d'autres espèces, des macroinvertébrés aussi, hein, qui sont présents. Et donc, toute cette diversité, elle est principalement donc, lisée sur la Dordogne moyenne, parce que c'est là où elle exprime au final le plus sa dynamique, voire le plus de biodiversité et de types d'habitat. Malheureusement, on est en aval donc, de la grosse chaîne de barrages donc, de la Dordogne amont.
Et on se retrouve juste en amont des barrages ensuite au fil de l'eau du Bergeracois. Donc les barrages au fil de l'eau, donc ici vous avez Mozac. Donc normalement c'est au fil de l'eau, pas totalement au fil du sédiment. On a quand même des sédiments qui sont bloqués dans ces ouvrages. Et là les barrages réservoirs de l'amont, eux, ils bloquent en intégralité les sédiments et forcément une partie de l'eau. Donc les barrages au fil de l'eau, concrètement, eux, ils vont bloquer donc la migration des espèces piscicoles. Donc il y a des ouvrages qui sont équipés, hein. Évidemment, on peut avoir des. Je pense que Mathieu Chanceau pourra valider, et je l'ai entendu dire souvent, c'est qu'on a 95% de passages au final par ouvrage. Mais si on fait 0,95 fois 0,95 fois 0,95, on peut très vite arriver qu'à 5% de passage. Donc au final, c'est la succession des ouvrages qui rend difficile la migration là, hein, sur ce type. Et on sait qu'on a 3 ouvrages ici sur le Bergeracois. Et on a donc des sédiments qui vont venir se bloquer une fois que la retenue est pleine. Par contre, on parle de transparence sédimentaire parce que ça va être par surverse que les sédiments vont pouvoir passer. Sur les grands réservoirs de l'amont, bah là, c'est tout le tapis sédimentaire qui est bloqué, avec les sédiments grossiers qui sont bloqués dans les queues de retenue. La succession de tous les ouvrages, hein, voilà, vous connaissez peut-être hein, l'Aigle, Port-les-Orgues, Chastan, il y en a plusieurs, c'est que c'est bloqué 125 km en amont d'Argentat. Donc, autant vous dire que moi, j'ai jamais fait du camion sur les routes là-haut, mais ça a l'air compliqué quand même. Donc, il faudrait faire transiter par des camions sur 125 km de petites routes. Donc, ça semble difficile de rétablir un transit. Et donc, le blocage de tout ce tapis, eh bien, en aval, on l'a vu, ça crée de l'incision. Il y a le déficit sédimentaire et donc un pavage. En plus, ces réservoirs, donc d'une capacité d'1 milliard de mètres cubes sur la Dordogne, ils ont très nettement diminué la fréquence et l'intensité des crues. Donc ici, on voit donc c'est la chronique des débits à Argentat depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. Et donc la fameuse ligne rouge, c'est la mise en place de Port-les-Orgues, qui est le plus gros avec 500 millions de mètres cubes de retenue. Donc si on voit les pics de crues, les lignes que vous voyez ici, c'est les crues de retour, ce qu'on appelle 50 ans, 20 ans, 10 ans. On voit qu'au final, on a perdu tous les épisodes qui étaient d'une intensité supérieure au Q5, à la crue de retour de 5 ans. Donc on voit très clairement que c'est l'impact du barrage, hein. Avant, il y en avait, aujourd'hui, il n'y en a plus. Et on voit aussi sur la fréquence, parce qu'avant, on avait des épisodes qui étaient quand même assez fréquents, tous les ans, tous les 2 ans. Et aujourd'hui, on voit qu'ils sont très, très espacés dans le temps. Donc ça a joué un rôle sur le moteur, au final, du dynamisme de la rivière. On voit que ça a très nettement joué sur une diminution. En plus, il y a un fonctionnement des barrages qui est pour le soutien quand même de la production hydroélectrique nationale hein, sur la Dordogne. C'est un outil stratégique. Et donc, ça, je pense que vous le savez, il y a les éclusés qui viennent donc pour la production. On va lâcher au moment des pics de consommation. Et donc, du coup, on va connecter, déconnecter des annexes fluviales. Hein. Les couannes, par exemple, se trouvent connectées, déconnectées lors de ces fluctuations, avec un piégeage potentiel des espèces. Donc là, on voit un petit chapeau dans un bras, je crois que c'était à Florac, celui-ci, qui se retrouve piégé justement lors de la montée d'une éclusée. Il s'est retrouvé dans ce milieu. Et suite à la fin de l'éclusée, il s'est retrouvé piégé dans le bras. Donc là, on a vu l'effet un peu des barrages sur tout ça. Et là, je vous présente donc le site du Roc, hein, qui n'est pas très loin, sur justement l'activité d'extraction. Donc, sur la Dordogne, c'est principalement dans les années 60, 70, 80 que ça s'est effectué. Donc on voit sur la première image qu'on a donc en 1948 une rivière où l'extraction avait un peu commencé, parce que sur le banc, on voit qu'ils avaient commencé déjà à extraire. On voit donc un milieu avec déjà 2 bras, donc un milieu diversifié par ce fait-là, 2 chenaux actifs, avec des bancs de galets donc, qui ont l'air mobiles, parce que pas végétalisés. En 66, donc, il y a donc, la mise en place donc, des barrages à l'amont. On a coupé le moteur, donc ça veut dire que les galets bougent moins souvent. On voit que la végétation donc, s'implante vraiment sur le pan de galet central. Là, on voit que la végétation commence à se développer. 76, bon, ça n'a pas empêché qu'ils enlèvent la végétation pour aller accéder aux galets, apparemment, lors des extractions, ça ne les dérangeait pas. 86, ils ont enlevé tout le banc de galets donc, qui était au milieu. Donc sur le site, c'est 1 million de mètres cubes juste sur ce site-là qui ont été extraits, avec une incision donc, du fond du lit direct, hein, parce qu'on a enlevé les galets qui étaient de 4 à 5 mètres sur le site.
95, donc là, on est quasiment 10 ans après les extractions. Il y a eu la crue de 94 qui a amené un peu de dynamisme à la rivière. On voit qu'elle a résorbé en partie avec des galets qui sont venus de l'amont, mais vraiment en partie. Entre 95 et 2012, on n'a pas eu un dynamisme, une hydrologie de crue très importante. Ce banc de galets, donc, c'est à nouveau végétalisé. Et il n'y a pas beaucoup de galets qui sont arrivés de l'amont parce que sur la partie aval, on voit qu'il n'y a pas de banc. Là, il y a encore un trou qui existe encore aujourd'hui. Si vous avez l'occasion d'y aller, vous voyez très très bien. On voit vraiment le banc de galets qui chute d'un coup dans une fosse encore résiduelle. Et ça, donc, c'est tout l'enjeu aujourd'hui de savoir quelles sont les fosses qui sont encore résiduelles sur la Dordogne. On viendra après sur l'action, le type d'action. Pour vous donner l'exemple vraiment très local, cette fois, donc avec l'extraction qu'on a dans le secteur, c'est sûr que donc, de Vérignac jusqu'à Carsac et quasiment le pont de Gros-les-Jacques. On a donc en 48, là je vous ai entouré en rouge, c'est tout le radier et le plat courant qui étaient présents dans le secteur. Donc les radiers et les plats courants, c'est là généralement à bas débit, on a les vitesses les plus importantes. Généralement une oxygénation de l'eau qui se fait parce qu'on a des écoulements, justement, que tu as rappelé tout à l'heure, hyporéiques qui se passent. Et donc très intéressant pour la faune lithophile. Suite à toutes les extractions qu'on peut voir, avec ça c'était avant que le site de Vérignac soit restauré. Donc il y a eu plusieurs fosses d'extraction là, qui étaient quasiment les unes après les autres. On voit qu'on a perdu tout ce radier. Et donc dans le secteur, je pense que ceux qui sont passés en canoë, qui passent, vous voyez qu'on est sur un plat courant de la fosse de Vérignac jusqu'à Gros-les-Jacques. Il n'y a plus du tout cette succession de radiers qui initialement donc était à peu près tous les 250 mètres avant les extractions. On avait un radier qui venait s'exprimer. Donc sur ce secteur-là, on a au final cette fosse qui va piéger les sédiments actuellement dans le chenal et donc ne pas arriver à l'aval. Et donc le déficit continue encore près de 40 ans après les extractions. Donc les grands linéaires qui ont été impactés sur la Dordogne, c'est typiquement parce qu'il y avait beaucoup de sites, mais c'est surtout par le mode d'extraction qui se faisait par barge. Et donc sur chaque site, on pouvait avoir parfois jusqu'à 5 km de zone qui étaient impactées. Donc aujourd'hui, on a réussi à identifier les fosses qui sont problématiques pour ce transit sédimentaire. Donc là, les ronds, c'est vraiment toutes les fosses qui ont été recensées sur la Dordogne. Tout cumulé, ça fait 13 millions de mètres cubes, hein, pas loin d'extrait. Donc en rouge, c'est celles qui aujourd'hui sont encore des pièges à ce transit. C'est le cas par exemple de Vérignac, qui fait qu'en aval, on a une perte des faciès, une incision encore qui se passe. Là, je vous ai juste mis une petite vidéo pour vraiment expliquer comment ça se passe. Donc on voit le transit sédimentaire dans une rivière qui fonctionne, on va dire, presque naturellement. Donc dans les extraits d'eau, on voit que là, la berge donc assez érodée. Donc c'est un fonctionnement normal. Imaginez que là, on extrait. Donc les sédiments qui arrivent de l'amont, ils sont piégés dans cette fosse. C'est typiquement ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait vraiment ce cône qu'on peut voir avec l'effet de la crue finale de 94, qu'il y a eu sur le roc qu'on a vu tout à l'heure. Et donc ensuite, on a des eaux qui arrivent sans sédiments à l'aval. Et donc là, on voit qu'on a des berges qui s'effondrent. Le lit s'enfonce. On voit qu'on est à un état par rapport à la plaine là, qui est beaucoup plus important au niveau des différences de hauteur. Et donc ça continue comme ça à s'inciser, jusqu'au moment où la fosse serait potentiellement remplie et que là, on retrouve un transit sédimentaire à l'aval. Donc on voit que c'est l'effet d'incision à déconnecter la plaine qui était là, parce que là, même s'il y a une crue, du coup, ça ne déborderait plus tellement le chenal est enfoncé et les berges sont hautes. Et on voit qu'il faut plusieurs événements avec plusieurs vagues sédimentaires avant que ça puisse revenir à un état d'équilibre. Et ensuite, quand les sédiments reviennent, on voit qu'il y a vraiment là un ajustement très fort d'un coup, avec la berge qui s'est érodée vraiment de manière rapide. Donc, le fait de devoir agir donc, pour pas que ça se passe comme ça, c'est surtout de prévoir, nous, en amont, le fait que les ajustements ne soient pas dramatiques ensuite lors d'un événement. Parce que si on laisse la rivière faire, elle va le faire. On voit que la rivière, là, s'est ajustée. Sur la Dordogne, vu qu'il y a très peu de crues, ça va prendre un certain temps. Mais c'est surtout de prévoir les choses, parce que si on laisse faire,
et ben, on va avoir des berges qui d'un coup peuvent partir avec parfois des gens qui sont vulnérables derrière. Donc au final, nous, dans la gestion, c'est de prévoir ces ajustements en amont. Est-ce que j'ai... Ah, ma vidéo fout le bordel, je crois. Donc pour faire tout ça, hein, on n'a pas juste, travaillé comme ça sur les fosses en allant voir. Hein. C'est qu'on a fait tout un travail géohistorique pour le diagnostic. Donc ce travail géohistorique, il passe par différentes photos aériennes à différentes dates. Donc là, je vous présente juste, par exemple, sur le site de Pinsac, de la Dordogne, comment elle a évolué. On voit qu'il y a une diversité de bras initialement, donc avant barrage, entre 1840 et 1948. La rivière s'est contractée, donc à travers la régulation sédimentaire et de crue induite par les barrages, mais aussi des détractions qui ont fait que ça s'est incisé et du coup le chenal s'est fermé aussi. Sur la Dordogne, donc, on est passé d'une largeur moyenne qui était de 120 mètres avant, avec différents bras, à 90 mètres aujourd'hui. Donc, vous faites le ratio, ça fait à peu près 30 hectares tous les temps de kilomètres perdus. En cumulé sur les 160, on est à pas loin de 400 hectares de rivières perdues. Au niveau des surfaces biodisponibles, ça a forcément un impact, mais aussi un impact sur l'écoulement en crue. Parce que si on a perdu 400 hectares, ça veut dire qu'en crue, ces 400 hectares, ils sont végétalisés. Et donc, on va potentiellement surinonder si on a la crue exceptionnelle que les barrages ne peuvent pas retenir. Quand je parlais d'objectifs atteignables, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on avait des bandes galets qui étaient mobiles. Donc là, c'est la représentation des bandes galets. À 0, c'est Argenta. Et à 160, sur le graphique, c'est donc la confluence avec la Vézère. On voit qu'en 1948, on était à peu près à pas très loin de 170 hectares de bandes galets mobiles. Suite à la végétalisation des surfaces qu'on a vu dans un premier temps et les extractions, donc on a perdu près de 130 hectares de surface de bandes galets mobiles dès 1966. Et nous, au final, on a pu récupérer, suite à la crue de 95, une partie, mais on voit qu'on n'est pas encore dans l'objectif initial. Donc nous, au final, on sait qu'aujourd'hui, elle a besoin d'être accompagnée pour retrouver, au final, son équilibre d'avant. Et donc, cette chose-là, ça veut dire que nous, on a notre objectif de tant d'hectares, au final, à retrouver. Et le bon diagnostic, si on peut dire un bon diagnostic, c'est justement d'avoir cet objectif. C'est-à-dire qu'on fait de l'action et on sait jusqu'où on doit aller. Pas non plus aller dans des objectifs irréalisables, par exemple, d'avoir des bandes galets de 1840 pendant le petit âge glaciaire. Ça n'aurait pas de sens, en fait. Il faut aller dans le fonctionnement que la rivière peut atteindre. Tout ça, donc, c'est calibré aussi par, on a dit, le fonctionnement de la rivière. Et donc, on a fait un suivi RFID. Sur la Dordogne, donc, on est à peu près, c'était à peu près les chiffres, hein, on est à 2500 mètres cubes qui transitent par an, à peu près, sur 200 mètres. Donc, on a ces volumes, au final, qui transitent par an. Donc, ça veut dire qu'en aval des barrages, tous les ans, il faudrait pouvoir injecter ces volumes-là. Et ça veut dire que dans les fosses qui sont piégeantes actuellement aussi, en aval, on a une propagation du déficit qui est de temps aussi, à chaque fois. Donc, depuis 84 que c'est arrêté, qu'on a les fosses qui piègent, on a pu projeter et on a à peu près sur 10 km une propagation du déficit. C'est-à-dire 10 km en aval de chacune des fosses, on a ces problématiques. Les conséquences de tout ça sont déjà visibles et c'est pour ça qu'il y a des actions qui sont réalisées. Donc on a parlé dans un premier temps des faciès, de radiers et plats courants qui ont été perdus des surfaces. Donc ça, c'est plus l'aspect biodiversité. Le pavage aussi, où les bandes galets, donc il n'y a plus d'échange du tout et on le voit, il ne reste vraiment que des gros galets en place. Mais il y a aussi des instabilités de berges. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'enrochements sur la Dordogne qui ont été mis en place. Et ces enrochements, ils ne sont pas là pour limiter l'érosion latérale. La Dordogne est très peu mobile initialement. On était de l'ordre d'une mobilité qui allait à 1 mètre tous les 10 ans, on va dire avant barrage même. Donc c'est très peu mobile. Et puis sur une crue exceptionnelle, l'enrochement ne va pas retenir en soi la crue exceptionnelle. C'est plus des digues normalement qui vont retenir ce type d'événement. Mais on voit donc du coup que ces berges, malgré l'enrochement, vu que ça continue à s'inciser, et ben, ces enrochements s'effondrent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait un enrochement qu'il va falloir refaire dans 30 ans si on n'agit pas sur la source du problème? Aujourd'hui, les coûts de l'enrochement, c'est multiplié par 10 par rapport à ceux qui ont été dans les années 80 quand ça a été mis en place. Donc au final,
la stratégie, c'est de se dire, bah, ces enrochements qui ont été identifiés, donc là, c'est un enrochement, par exemple, sur Florac, et bah, si possible, les enlever, faire de l'acquisition foncière derrière, parce que si on l'enlève, il va y avoir la pente de la berge forcément qui va s'équilibrer, parce qu'on a incisé le fond du lit. Donc, dans un premier temps, sur les premiers événements, ça va s'effondrer. Mais ensuite, on a une stabilité qui va se retrouver, et la rivière va pouvoir recharger en plus via donc, un sapement de berge en éléments grossiers pour tamponner en partie le déficit qui s'est exprimé. Donc ça, c'était le cas de la Dordogne, on va dire, avant barrage. On avait donc un système qui pouvait déborder. Donc on voit la nappe d'accompagnement qui était à une hauteur définie, des bras secondaires donc, qui étaient visibles. Et donc la Dordogne un peu aujourd'hui, ça c'est une illustration qui a été réalisée par Biotech, où on voit un chenal qui est nettement plus petit, des enrochements qui ont été mis pour justement que ces berges qui sont très abruptes tiennent quand même. On a des activités qui se sont rapprochées parce que c'est moins vulnérable aux inondations. Donc l'homme a empiété sur l'espace qui avant, au final, était inondé. On a ces bras donc, qui sont totalement fermés, qui sont en eau vraiment lors des hautes eaux ou parfois à la limite lors des éclusées. Et on a surtout ces bandes galets qui avant étaient mobiles, qui se retrouvent végétalisées et donc qui sont en cours de fermeture. Et lors de de l'inondation qui pourrait intervenir, va augmenter donc, la vulnérabilité en rehaussant la ligne. Donc, je pense que le live, ça, Épidore le présentera, mais au final, toutes les actions sont quand même pensées pour à la fois préserver donc, toute la biodiversité qu'on a présentée au départ, qui est quand même encore exceptionnelle, mais aussi pour commencer à réfléchir à comment agir sur les points de blocage qu'on a pu mentionner là, que ce soit les barrages amont et les fosses d'extraction résiduelles. Donc, on a des interventions d'injection sédimentaire, de désenrochement dans certains cas, mais aussi donc des fosses qui peuvent être potentiellement résorbées et des reconnexions de bras, quand c'est possible aussi. Donc, je vais juste vous présenter trois types d'actions, et pourquoi on le fait, et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on en tire par les suivis. Forcément, parfois on se dit c'est un échec, pas toujours total, donc on va essayer d'aller plus loin. Donc là, c'est les injections qu'on a pu faire, ce qui était fait à l'amont généralement sur la Dordogne corrézienne. C'est des injections pour les frayères à salmonidés. Donc là, on a tout simplement, au final, on recrée une surface, donc qui peut aller jusqu'à 2000 m2 parfois dans certains cas. Donc ça, on se dit que c'est un peu du pansement parce que ensuite la rivière va forcément bouger ses surfaces et il faut réintervenir continuellement pour juste essayer d'avoir quelques petites surfaces au niveau de la frayère. Nous, on sait que du coup, le déficit, il s'exprime donc. Je vous ai fait 300 000 m3 depuis l'installation des barrages. Il s'exprime sur les 12 premiers kilomètres. Si on ne fait rien, d'ici 2070, il sera à 23 km, quasiment au niveau de Beaulieu. Et ensuite, en 2150, bon, on ne sera plus là pour le voir, il serait donc à 47 km, quasiment sur toute la zone de reproduction au final des salmonidés sur la Dordogne. Donc nous, tout l'intérêt d'intervenir pour réinjecter, c'est déjà de maintenir l'existant. Donc ça veut dire que ça ne progresse pas au-delà des 12 km où le déficit s'exprime aujourd'hui. Pour ça, c'est des grosses injections. On connaît l'ordre de grandeur, de l'ordre de 3000 m3 par an, que de définir ces volumes. Où trouver ces volumes? Toute la question est là. Parce que 3000 m3 par an, ça fait quand même des volumes ensuite sur 10 ans. Sur les 30 premiers kilomètres de la Dordogne, la vallée, vous la connaissez, elle est quand même assez étroite. Il y a très peu de sources d'approvisionnement. Donc la seule source, elle est quasiment au niveau de Toriac quand la plaine s'élargit. On a des réseaux de bras dans tout le système de bras de Toriac qui a été déconnecté au final suite à l'incision de la rivière, qui sont là. Donc à réfléchir, c'est encore des pistes de réflexion, mais de se dire que si on reconnecte au final énormément de bras, il va falloir qu'on abaisse la plaine alluviale et le surplus de sédiments pourrait servir à alimenter du coup la partie amont qui est déficitaire. C'est des au final qui sont nulle part ailleurs, ou presque peu, mais à l'étude dans des cas où les sources d'approvisionnement sont toutes bloquées parce que même les affluences sont stoppées par des barrages sur la Dordogne. Le cas des fosses d'extraction, il y a eu plusieurs cas qui seront présentés après dans les présentations, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais par exemple, Vérignac, où d'abord on réhabilite le site industriel qui a été laissé généralement à l'abandon.
Mais ensuite, du coup, comme on a pu voir sur le roc, il y a les fosses dans le chenal qui persistent. Donc, du coup, c'est de reconstruire un chenal, non pas à l'identique, hein, parce que sinon, il faudrait réinjecter 1 million de mètres cubes. Et 1 million de mètres cubes, ça fait beaucoup de camions. Mais le but, c'est juste de faire en sorte que le transit sédimentaire soit effectif pour que le déficit ne soit pas encore enregistré à l'aval. Donc, au final, c'est de retrouver juste une largeur et une profondeur suffisante pour que les sédiments puissent transiter. C'est ça l'objectif atteignable. Ce n'est pas de résorber 1 million de mètres cubes sur le site du roc. Et donc, pour ça, on a pu caler la bonne géométrie parce qu'on a fait des suivis par traceur, justement, dans les sédiments. Et donc, la bonne largeur, on l'a définie. Et on sait qu'il faut juste mettre 160 000 mètres cubes et pas 1 million aujourd'hui sur le site du roc pour que le transit soit effectif. Ça, c'est les sites que je vous ai présentés tout à l'heure. Et au niveau des annexes, donc des refuges très intéressants thermiquement, mais aussi là, on peut le voir, donc on a donc la couenne ici. Lors d'une crue, on voit qu'il y a aussi des matériaux très fins, donc qui sont par ruissellement, qui arrivent hein, des plaines. Et on voit que c'est aussi un refuge au niveau de la turbidité, ces milieux. Très intéressants aussi pour les organismes lors des crues. Donc il y a eu plusieurs cas. Donc il y a eu la couenne de Boutière qui a été restaurée sur la partie lotoise. Et une couenne, c'est vraiment un bras mort qui se connecte très très peu de l'amont. Et on essaie d'avoir une diversité dans ces restaurations d'annexes, où parfois on va restaurer des couennes et aussi des bras vifs. Parce qu'on voit que la rivière avant avait plusieurs bras multiples, et qu'aujourd'hui elle les a perdus. Donc vraiment pour finir, c'est ma diapo de conclusion. Aujourd'hui, on essaie d'agir dans un premier temps pour préserver le patrimoine existant. On ne va pas résorber les dégradations intégralement. Juste pour préserver, on est de l'ordre de 2500 à 3000 m3 par an à injecter en amont du système. Ensuite, on sait qu'on a 6 fosses à résorber qui sont vraiment problématiques et qui sont des pièges qui vont impacter ensuite une dizaine de kilomètres de rivière en aval, avec des effondrements de berges, du pavage, de la perte de surface intéressante pour la biodiversité. Donc ça représente 1 million de mètres cubes à mettre, donc ces 6 fosses à résorber, remettre un transit. On a des suppressions d'enrochement qui sont possibles parce qu'il y a 6 fosses à résorber, parce qu'il y en a certaines qui ne sont pas résorbables. Je pense par exemple au site de Mézel. Mézel, on ne pourra jamais résorber et refaire un transit. Donc ça veut dire que sur ce site-là, il va falloir faire en sorte que soit on ait des entrées latérales, soit qu'on injecte des sédiments. Et donc pour ces sites-là, il faut supprimer les enrochements quand c'est possible pour que la rivière puisse se rééquilibrer et injecter des sédiments. Et enfin, sur ces sites-là, quand on ne peut pas agir tout de suite, parce que parfois ça prend du temps de trouver les solutions, il faut essayer de maintenir la diversité d'habitats. Et pour ça, du coup, on va recréer ou restaurer certaines annexes fluviales et faire de l'injection ciblée, parfois sur la partie amont, le temps que les sédiments qu'on va injecter, les 2500 à 3000, se propagent. Parce que ce n'est pas une solution miracle où on met 2000 à 3000, ça se déplace tous les ans que de 200 mètres, alors qu'on a 12 km à récupérer. Il faut imaginer que ces 12 km, ils vont se faire sur les 50 ans à venir, que ça va se propager. Mais en attendant, nous, il faut qu'on vienne intervenir très localement pour juste préserver des surfaces de frayère. Et merci de votre attention. Merci Fabien, merci beaucoup. Donc le diagnostic sur la Dordogne, les chiffres, on l'a dit, les ordres de grandeur, et c'est important pour commencer à envisager des solutions et vérifier leur faisabilité, comme on l'a dit. On a le temps pour une ou deux questions, puis après on va essayer d'enchaîner assez rapidement parce qu'on a nos collègues qui sont en visio notamment, qui ont des impératifs horaires et on voudrait quand même qu'ils nous présentent aussi leur expérience. Ah, monsieur. Des questions de novices. Hein. Le matériau d'emprunt, il est emprunté où? Le matériau injecté? Sur les injections ciblées que vous parlez ou généralement? Oui, en général. Oui. Ouais, en général. Eh bien, ce qui se faisait avant, vu qu'on n'avait pas on va dire qu'avant, en fait, on n'avait pas ces chiffres et on n'avait pas ces notions de synergie aussi entre les processus. Donc, initialement, et Epidore me dira si je me trompe, c'était acheté en carrière, les matériaux, jusqu'à 2015 à peu près. Après, on parlait de petits volumes hein, et donc, du coup, on n'était pas sur des achats, on va dire, qui allaient avoir un impact financier très important. Mais aujourd'hui, vu qu'on sait les volumes qu'il faut injecter, du coup, le but est de trouver des synergies entre les actions. C'est-à-dire que quand on va, par exemple, désenrocher, on concasse les matériaux d'enrochement
qui servent ensuite à être réinjectés. Enfin, pour faire taire, on va dire, parfois les a priori, le matériau est concassé, mais on ne le roule pas pour faire du galet roulé, parce qu'il y a des études qui ont montré que la rivière faisait très bien ça toute seule, et qu'au bout de quelques épisodes et de 2 km de charriage, la rivière était capable de rouler ses galets. Donc au final, quand elle a la capacité à faire quelque chose, nous, c'est juste de l'accompagner, ensuite on laisse faire. Et pour les injections, du coup, qui sont prévues, les injections ciblées à l'amont, on se sert des actions de l'aval, où on a des matériaux, là, qui ne coûtent rien, du coup. Il y a juste le transport qui va être impactant. Alors, on a 2 questions ici. Marie-Claire, oui, tu veux. Moi, je me pose la question parce que autant la première intervention que la vôtre, c'est sur l'axe Dordogne. L'échelle de diagnostic m'apparaît un peu déconnectée du bassin versant, dans la mesure où il y a aussi les affluents. On a parlé de l'Isle, la Serre, la Maronne et d'autres plus modestes, mais quelles peuvent être leurs contributions? Comment on peut la mesurer? Comment on peut essayer de les mettre à profit aussi, ces affluents, pour nous aider dans ce travail titanesque? C'est une très très bonne question. Du coup, le travail, en fait, généralement, l'échelle du diagnostic, elle est imaginée dans un premier temps, et ça, c'est le travail initial qu'on a fait avant de mener le diagnostic sur la Dordogne, sur cette partie-là, qu'on appelle la Dordogne moyenne. C'est-à-dire qu'on va aller sur des tronçons qui sont homogènes au niveau des processus. On est en aval des barrages, et le fait que les affluents majeurs, donc la Serre et la Maronne, soient équipés aussi, du coup, on n'a pas en finale de zones de production qui vont potentiellement alimenter jusqu'à la Vézère. Donc c'était au final ce premier tronçon qui était homogène d'un point de vue des apports, mais aussi par rapport aux pentes. On était dans un contexte qu'on appelle un peu le contexte de transfert qu'on expliquait, où elle a une capacité encore latérale. En aval de la Vézère, elle perd en pente, et du coup, elle a plus cette capacité à vraiment éroder sa plaine. Donc on est dans un autre contexte et un autre fonctionnement qui fait que les outils, nous, du diagnostic sont différents aussi. Donc au final, c'est vraiment de se découper déjà par tronçon homogène pour savoir, nous, où mener le diagnostic, sur avoir une cohérence en fait dans les outils et le fonctionnement de la rivière. Ça, c'était notre premier point. Et très rapidement, on a vu ensuite que les petits affluents qui étaient en aval de la Serre, qui est le dernier gros, ils apportaient quasiment rien du fait qu'ils étaient vraiment très petits et que les têtes de bassin n'étaient pas suffisantes pour alimenter. Mais après, le travail, du coup, ça, c'est une première pierre qu'on a mis sur cet axe Dordogne moyenne, qui était le plus important, je pense, au niveau de la biodiversité, qui était vraiment l'enjeu majeur initial. Et aujourd'hui, du coup, on essaye d'aller de manière itérative, j'ai envie de dire, parce qu'on sait que c'est d'amont en aval que les processus se passent. Et là, maintenant, ensuite, on va aller sur un diagnostic plus aval. Et si on prend en compte le diagnostic de la Dordogne aval, là, il faudra prendre en compte la Vézère, qui est la source, et ensuite l'île et la Drôme. Et généralement, les diagnostics, on peut le voir sur la Garonne, ils se font de manière itérative, c'est-à-dire qu'on va mener le diagnostic sur la partie la plus amont, qui est encore intéressante, et descendre d'amont en aval, parce que du coup, on a ce transit sédimentaire qui intervient dans ce sens-là. Et juste une question de précision, vous avez évoqué qu'il y a des fosses qui sont impossibles à traiter, c'est ça? Et impossible pourquoi en fait? Par rapport au volume. C'est pas impossible, tout est possible. On va peut-être envoyer des gens sur Mars, donc je pense que tout est possible. Mais non, c'est vraiment les volumes. Ça semblerait aujourd'hui, dans l'état socio-économique actuel, bien sûr, inconcevable de résorber près de 4 millions de mètres cubes, par exemple. C'est où trouver la source. Au niveau, je pense, localement, ça serait inconcevable de dire qu'il y a je sais pas, 40 camions par jour pendant 3 ans qui vont venir. Et surtout que parfois, il y a des usages. Je pense au plan d'eau de Mézel, il y a des usages quand même qui sont associés à ce plan d'eau aujourd'hui, avec une activité qui est en place. Donc du coup, il faut aussi faire avec ces enjeux-là. On a évidemment. Donc ouais, c'est impossible de ce point de vue-là, en fait. Ouais.